Je vais passer la parole tout de suite à Bernard. Et donc, pour votre intervention, nous allons vous écouter attentivement et ensuite nous aurons peut-être un petit échange. Ça dépend comment vous organisez votre intervention. Oui, bien sûr, l'échange est absolument nécessaire. Alors, d'abord deux mots. Donc, je m'appelle Bernard Dréano et je suis formellement le président d'une association qui s'appelle le CD Team. Je vais juste dire un mot sur cette association. Peut-être certains d'entre vous sont familiers avec ce sigle, d'autres pas. C'est une toute petite association qui a été créée au milieu des années 60, 1960, je précise, notamment par Gustave Massia, qui ne peut pas être avec nous malheureusement. Et moi, je l'ai rejoint au début des années 70. Donc, tout de suite, vous voyez qu'une petite association qui a une très longue histoire, hein, c'est sur plusieurs choses dans son histoire, mais c'est maintenant défini sur ce que c'est, Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale. Comme ça, c'est mieux, oui. Centre d'études et d'initiatives de solidarité internationale. Donc, c'est une petite association qui prend des initiatives. Une des initiatives les plus spectaculaires qu'elle a prises, c'est la création d'une maison d'association liée à la solidarité internationale en particulier, qui s'appelle le Centre international de culture populaire, qui est 14 rue de Nanteuil à Paris. Bon, donc c'est un peu à partir de cette expérience et de tous ces partenariats qu'on a pu tisser avec beaucoup de choses que je vais parler. La question étant la question de la solidarité internationale depuis 1945. Donc, si vous voulez, si on a une 5 ou 6 jours pour en parler, on pourra peut-être faire le tour de la question. Mais enfin, on va essayer d'être un peu plus court. Euh, je commencerai par 1945, justement, et par un texte que je vous invite tous à lire, même si vous en avez tous entendu parler, en particulier le tout début de ce texte, qui est la Charte des Nations Unies. La Charte des Nations Unies commence comme ça. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, à favoriser le progrès social. J'ai résumé parce que ça prend beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qui est très intéressant dans cette déclaration, c'est que ça commence par nous, peuples, unis pour, les peuples unis pour. Euh, Ensuite, d'ailleurs, dans toute la charte, le mot peuple disparaît totalement. Le mot nation ne fait plus référence qu'à cette organisation que les peuples unis ont décidé de mettre en commun, c'est-à-dire les Nations unies, et on ne parle que des vers. Voilà. Oui, donc je dis ça parce que, bien entendu, les Nations Unies ont quelque chose à voir avec le sujet dont on parle, mais évidemment, c'est clair que, rappelle ce que disait Bertrand Badi tout à l'heure, que les Nations Unies sont une organisation interétatique et à l'intérieur des Nations Unies, il y a des États qui sont plus unis que les autres. Euh, En même temps, la Charte des Nations Unies et puis plein d'autres textes qui ont suivi, y compris plein d'organisations, ont créé des principes de droits internationaux, de solidarité internationale et même des possibilités d'action commune à l'échelle internationale qui ressortent de la solidarité entre les peuples, entre les nations, entre les États. Ça reste à voir. La tradition de la solidarité internationale, pour des mouvements, disons, progressistes, pour leur donner une étiquette, elle remonte à très loin. Je ne vais pas rentrer dans les histoires, trop d'expressions historiques. Mais quand on parlait de solidarité internationale dans le mouvement ouvrier et socialiste, on pensait d'abord et avant tout à la fameuse phrase du manifeste communiste qui expliquait que les prolétaires n'avaient pas de patrie, que par nature, le combat prolétarien pour l'émancipation à partir des combats de la classe ouvrière euh, devait avoir sa dimension transnationale. Euh, c'est ce qu'on appelait la solidarité, enfin, l'internationalisme prolétarien, pour aller vite, comme forme politique et éventuellement pratique d'action de solidarité internationale. Euh,
Au cours du XXe siècle, cette phrase, les prolétaires de tous les pays, unissez-vous, c'est complété pour dans la tradition socialiste et communiste en particulier, c'est complété, euh, notamment avec l'apport des luttes anticoloniales et des luttes du Sud, et en particulier de la révolution chinoise. Et on disait pas seulement prolétaires de tous les pays, unissez-vous, on disait prolétaires de tous les pays, peuples et nations opprimés. Donc la solidarité, c'était pas seulement euh, la lutte des classes internationales, la coopération des exploités contre l'exploitation euh, pour un futur d'une organisation à l'échelle locale comme à l'échelle mondiale plus solidaire, mais aussi une dimension particulière sur le fait qu'il y avait des nations opprimées. euh, L'introduction, j'ai parlé de la révolution chinoise, mais en fait, l'introduction de cette notion, de manière explicite, commence à apparaître dans le fameux congrès des peuples d'Orient de 1920 à Bakou, hein, qui est une conférence à l'initiative de la toute nouvelle internationale communiste. Entre parenthèses, moi j'ai le film il y a eu un film fait à l'époque, hein, il se trouve que je l'ai, qui raconte le congrès de Bakou. Le congrès de Bakou, c'était un gros meeting dans dans la salle du Théâtre national de Bakou, enfin dans ce qui est maintenant le Théâtre national à Bakou. En fait, ce n'était pas grand-chose, mais symboliquement, c'était un moment très très important qui a ensuite marqué à la fois l'imaginaire et les pratiques de ce qu'on appelait la solidarité internationale. J'ajouterais à ça quelque chose qui nous est plus familier, qui est la question du programme, qui a d'ailleurs été le programme de la Révolution française, le programme en termes très très généraux, mais qui était aussi le programme quelque part de l'horizon des luttes, à la fois que proposaient les libéraux, mais que proposaient aussi les socialistes, autour du triptyque liberté, égalité, fraternité de la Révolution française. Bon, la liberté ne se développe pas, l'égalité, c'était évidemment principal, et bien on parle bien d'égalité sociale, du point de vue de la gauche socialiste notamment, et la fraternité, le mot est introduit de manière systématique à partir de 1848, surtout par les courants chrétiens. En fait, de plus en plus précisément, ce qu'il y a derrière fraternité s'exprime en termes de solidarité, c'est-à-dire pas simplement l'idée très ancienne de tous les humains sont frères, donc tous les humains sont égaux devant Dieu, mais bien tous les humains sont solidaires les uns avec les autres. Donc nous avons cette dimension, la solidarité internationale, ce sont des actions, des propositions, des mises en œuvre, des politiques qui se font au niveau des mouvements sociaux dans chacune des sociétés et à un autre niveau qu'on peut imaginer dans des politiques gouvernementales, intergouvernementales, euh, avec évidemment une certaine conception de ce que c'est cette solidarité des classes et des peuples pour les gauches progressistes. Ça, c'est, disons, le schéma théorique en 1945. Euh, Comment ça se traduit dans la pratique et dans la réalité des choses après 1945? Alors, je voudrais insister sur le fait que, comme toujours dans l'histoire d'ailleurs, on a tendance, Bertrand Badi l'a très bien dit tout à l'heure, à éclairer le présent par le passé et à essayer de comprendre une situation donnée et d'agir sur cette situation avec les instruments et la compréhension et les instruments qui existaient dans la situation précédente. Pour le dire autrement, on est toujours en retard d'une guerre, voire de deux ou trois, et notamment à gauche. Donc, depuis 1945, l'humanité a connu, disons, trois grandes phases. C'est intéressant de les rappeler. Trois grandes phases, j'ai utilisé un mot qui est un peu valise, mais trois grandes phases en termes géopolitiques. La première phase est évidente, hein, c'est la phase dite de la guerre froide, dont il faut surtout insister sur le fait que ce n'est pas simplement la bipolarisation du monde, c'est-à-dire on a un système
de relations internationales supposées être organisées, l'ONU, la Charte des Nations Unies, ça, bon, mais totalement surdéterminées par le fait qu'il y a un affrontement entre le bloc qui, sans remettre en cause officiellement des textes comme la Charte des Nations Unies, euh, vont pratiquement largement les vider de leur substance C'est ce genre de loi-là et qui fait que organiser une polarisation des conflits, pas seulement en piranha dans l'eau quand il y a du guerre, sang, oui. Du parce coup, qu'il y a affrontement entre deux blocs. Or, en réalité, le monde n'est pas divisé en deux blocs, il est tripartite. Il y a le bloc occidental, euro-américain, auquel il faut rajouter le Japon, la Corée du Sud, etc. Le bloc, le camp supposé socialiste, et puis le tiers-monde. Hein, je rappelle que le mot tiers-monde, c'est un mot inventé par Alfred Sauvy en référence aux tiers-États, c'est-à-dire le monde en voie de décolonisation ou d'émancipation, dans lequel va s'exprimer, y compris au niveau interétatique, une expression non alignée, un Bandung, etc., sur lequel vont s'appuyer un certain nombre de mouvements. Et donc, il va y avoir une tendance, quand on va parler de solidarité internationale, à raisonner dans ce cadre-là. Et en particulier par rapport à ce phénomène absolument majeur et qui nous marque encore aujourd'hui, de la décolonisation au sens large. Si je prends par exemple le terme de solidarité par rapport à des guerres, spontanément, aujourd'hui, alors qu'on est totalement dans une autre situation, on a tendance à réfléchir autour de deux idées. Première idée, il s'agit d'être solidaire des peuples opprimés, en référence aux anciennes guerres coloniales. Et bien entendu, ça a aussi encore une réalité. Et deuxième idée, il faut être solidaire pour empêcher la guerre, comme nous n'avons pas réussi à le faire, la guerre mondiale, la guerre générale, la guerre globale, comme nous n'avons pas réussi à le faire, c'est moi qui rajoute, nous n'avons pas réussi à le faire en 1914. Aujourd'hui, en 2025, 90% des pensées à gauche, dès qu'on parle de ces mots, solidarité, guerre, sont surdéterminées par une espèce de vision de on parle de ça, on parle de les problèmes tels qu'ils se posaient dans la configuration qui va de 1945 à 1945-48, disons, à 1989-92. Or, depuis, on a été dans une deuxième phase. La deuxième phase qui commence avant 1989-92, hein, qui commence à la fin des années 70 avec Reagan et Thatcher, etc., qui est la phase du néolibéralisme et qui, évidemment, prend toute son ampleur avec la chute de l'Union du bloc soviétique, la entre guillemets victoire, là encore, je ne répète pas ce qu'a dit Bertrand Badi tout à l'heure, de la apparente du camp occidental, la mondialisation ou la globalisation générale sous contrôle ou sous hégémonie plutôt du capital financier, et la constitution apparente d'un monde unifié. Il l'est parce qu'il est capitaliste, il ne l'est pas vraiment politiquement, mais il y a cette illusion, et cette illusion qui a été résumée par Francis Fukuyama, c'est bien connu comme fin de l'histoire, parce qu'il y a victoire du libéralisme, en fait pas victoire du libéralisme, victoire de quelque chose de très précis qui est le néolibéralisme, qui se traduit par une globalisation effrénée et par un certain nombre de phénomènes que je n'ai pas le temps de développer ici, et dans lequel, dans le mécanisme de solidarité internationale, on a tendance à répondre comme si on était encore dans la phase précédente. Et puis, et ça, c'est pas du tout compris, on n'est plus du tout dans cette phase-là. On est entré dans une troisième phase. Quand est-ce qu'on y est entré? Probablement à partir de 2008-2009 et de la crise des subprimes, mais de manière visible depuis la crise du Covid, et qui est la crise pour lui donner un nom, enfin, il y a plusieurs noms proposés, mais par exemple, Armet Inseld et Pierre-Yves Hénin l'appellent le NACA, le national capitalisme autoritaire. Naomi Klein, la fameuse militante altermondialiste, appelle ça le temps des nations fortifiées. Arnaud Horin l'appelle le capitalisme de la finitude. Enfin, une période de brutalité qui évidemment prolonge, parce que chaque période prolonge la période précédente, mais qui change à nouveau les conditions d'exercice de tout ce qui peut ressembler à la solidarité internationale. Ça, c'est le contexte. Alors, si on parle de la solidarité au niveau des mouvements, au niveau des sociétés, dans la première phase, la phase guerre froide, tripartition du monde, sur le papier,
le terrain d'action en termes de solidarité internationale pour les mouvements qui se voulaient progressistes était assez clair. Lutte pour l'émancipation sociale à l'échelle internationale et lutte pour la libération nationale aussi à l'échelle internationale comme élément prioritaire et combiné. Ça, c'est sur le papier, c'était relativement simple à définir. Dans la pratique, ça a été assez catastrophique et extrêmement compliqué. Si on prend l'exemple de la France, qui était au cœur du cyclone, si je puis dire, avec les guerres coloniales. Je vous rappelle juste une parenthèse pour vous rappeler comment la France était au cœur du cyclone. En termes de rapport à la population vivant en Algérie, la guerre d'Algérie, qui officiellement va de 1954 à 1962, en réalité de 1945 à 1962, la guerre d'Algérie a fait plus de morts par rapport à la population algérienne que la guerre de Syrie de 2011 à 2020 et a occasionné presque autant de déplacements de population. Ce n'est pas du tout la mémoire qu'on en a. Hein. Et pourtant, ça a concerné directement, physiquement, ça a concerné un tiers de la population française. Bon, je ferme la parenthèse, mais pour dire que sur le papier, donc, on a une feuille de route de solidarité qui est assez simple et qu'on va appeler dans notre vocabulaire de gauche progressiste internationalisme. Dans la pratique, ça a beaucoup merdé, pour le dire de manière un peu brutale. Évidemment, nous, par exemple, notre petit CDTIM, il s'est créé là-dedans. Dans la deuxième phase, c'est-à-dire la phase néolibérale, phase, donc encore plein de traces, plein d'effets aujourd'hui. On a une réponse. Comment est-ce qu'on organise la solidarité internationale? On l'organise à partir des sociétés avec une tentative de convergence entre quelque chose qui s'est développé pendant cette période des années 60, 70, 80, que l'ONU appelle organisation non gouvernementale, des engagements associatifs, supposés non lucratifs, pour un meilleur équilibre du monde, pour une plus grande solidarité entre les peuples et pour un développement plus équilibré, sur les principes, hein, comment ça se pratique, et des gens venant de la tradition internationaliste précédente, soutien aux luttes de libération nationale, etc., et qui se traduisent, par exemple, pour le dire sur une formule, par le fait que ceux qui soutenaient les guérilleros héroïques et ceux qui développaient des puits dans le Sahel se retrouvent à tenter de faire la même chose avec leurs partenaires du Sud. Ou ceux qui luttaient pour la paix se retrouvent à créer le dépassement de la situation de la guerre froide pendant les années 80, à l'époque des euromissiles. Je donne juste aussi un exemple pour illustrer. Nous, au CDTIM, en 1985, on a une ouverture de notre magazine qui montre le mur de Berlin ouvert, puisqu'il est absolument évident pour qui s'est regardé, pas du tout pour 90% des médias, hein, mais absolument évident pour ceux qui s'est regardé, que la période de la guerre froide est déjà terminée. Cette tentative de nouvel internationalisme, disons, appelons-le comme ça, va s'appeler altermondialisme. Alors, je développe un tout petit peu là-dessus. C'est quoi l'altermondialisme? Ce n'est pas un programme très construit, hein, ça fait très pragmatiquement. C'est effectivement un mouvement, en ce sens qu'il draine des énergies qui vont se traduire de manière visible par l'existence des forums sociaux mondiaux. Il a une caractéristique qui est intéressante. Ce n'est pas la première fois qu'il y a des mouvements comme ça dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire de nos pays. Il y en a eu plusieurs fois, depuis 1848 ou même depuis 1789 d'ailleurs. Mais là, il a une forme très particulière parce que c'est un mouvement mondial, même s'il n'est pas dans le monde entier. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette relative convergence altermondialiste entre ONG et politiques, disons, ou radicaux, a de l'importance dans un certain nombre de pays et pas dans d'autres, mais ça ne recoupe absolument pas un clivage nord-sud. Par exemple, c'est important en France, c'est important au Brésil, c'est relativement important au Mexique, c'est relativement important en Afrique de l'Ouest, c'est relativement important en Italie, c'est pas très important en Angleterre, ça n'existe pas beaucoup en Scandinavie, ça n'existe pas du tout en Europe de l'Est, ça existe assez fort en Asie du Sud, ça n'existe pas du tout en Asie du Sud-Est, ça existe très peu en Afrique anglophone,
Ça existe pas beaucoup en Afrique, en Amérique centrale. Ça existe beaucoup au Québec, mais pas dans tout le Canada. C'est assez bizarre. Un peu le hasard qui fait. Mais en tout cas, on a un mouvement mondial, mais pas partout, dans la forme qu'il prend. Avec un programme, un minimum de programme ou de convergence qui consiste à se donner des moyens d'agir ensemble autant que possible, en pression sur les institutions internationales, en pression sur nos propres gouvernements et de lieux de rassemblement que sont les forums sociaux. Je ne développe pas, on pourrait en parler plus en détail, mais en tout cas, on a ça qui se développe pendant cette période néolibérale de manière relativement en progrès jusqu'à 2008-2009, en difficulté après. En même temps, et ensuite ça correspond aussi à l'émergence d'une nouvelle génération, ou plus exactement en léger décalage, on voit apparaître un autre phénomène mondial. Mais là aussi, pareil, un phénomène étrange parce qu'il se développe un peu partout dans le monde, mais pas dans tous les pays. Ça a commencé en 89. Alors, quand on prend, qu'est-ce que c'est le souvenir en termes de solidarité internationale, hein? C'est quoi le souvenir qu'on a de 89 en France? On a un souvenir très chouette de trucs dans les écoles sur l'anniversaire de la Révolution. Enfin, entre 88 et 91, disons, la France n'a pas changé. D'ailleurs, l'Allemagne, non. Enfin, si l'Allemagne a changé, mais la France n'a pas changé. L'Angleterre n'a pas changé. Par contre, on a eu d'énormes mouvements, je dis bien d'énormes mouvements, dans plusieurs pays du Sud. Je pense à l'Algérie, je pense à l'Afrique de l'Ouest, je pense à la chute des dictatures en Amérique latine, et je pense à la chute de l'ancien empire soviétique et des mouvements en Europe centrale. Et dans ces pays-là, il y a un avant et un après. Il y a une nouvelle génération politique qui se crée à partir des années 89 et qui voit le monde autrement. Tandis que pendant ce temps-là, dans un tas d'autres endroits, ça continue. Bon, on continue la petite routine de relations éventuelles qu'on a, de partenariats avec des partenaires d'autres pays, des choses comme ça. Dans les années 2000, de nouveau, un autre phénomène, encore plus venant de la base. En fait, ça commence, si on veut trouver une date de démarrage de cette nouvelle vague de mouvements, on pourrait la dater de 2009. C'est ce qu'on a appelé quelquefois le mouvement des places. C'est, par exemple, ça a été très très bien étudié par une sociologue turco-américaine qui s'appelle Zeynep Tufekci, dans un livre qui est paru il y a quelques années, qui s'appelait Twitter, Twitter et les gaz lacrymogènes, et qui réfléchit sur ces mouvements. Alors, qu'est-ce que c'est ces mouvements? Ces mouvements affectent une cinquantaine de pays dans le monde, et ce sont des mouvements de masse, plus ou moins prolongés, qui ont tous comme point commun de demander un nouvel ordre local, de lutter contre la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire la corruption? En gros, comme disait un ami bulgare à moi, ce que vous appelez corruption, que nous on appelle corruption dans nos pays, c'est ce que vous appelez optimisation fiscale dans le vôtre. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire le système néolibéral génère par définition ce qu'on appelle corruption. Je ne parle pas de la petite corruption, je parle de la corruption massive et organisée. Donc des mouvements anticorruption, plus ou moins de l'aspiration à la démocratie, des mouvements leaderless, comme on dit en anglais, c'est-à-dire horizontaux, ne se voulant pas vraiment politiques, pour un changement politique et social, mais sans revendication précise, et durant des semaines ou des mois, par des grandes mobilisations de masse et des organisations horizontales. Le plus spectaculaire de ces mouvements étant la vague du printemps arabe, que moi j'ai étudié particulièrement, de 2011. Mais ce genre de mouvement, alors, est-ce qu'ils sont solidaires les uns les autres? Pas vraiment. Par contre, ils ont un degré d'imitation, y compris même dans le vocabulaire utilisé les uns par rapport aux autres, considérable. Considérable. Par exemple, les mouvements en Espagne reprennent dans leur dénomination les mouvements qui se sont développés dans le monde arabe quelques mois précédents. Les mouvements états-uniens, l'Occupy Wall Street, pareil. Les mouvements à Hong Kong ou à Taïwan vont reprendre des thématiques qu'on a vu apparaître dans des mouvements au Chili, par exemple, ou en Ukraine. Là encore, un phénomène tout à fait étrange parce qu'il est générationnel, il est général, mais il ne touche pas tous les pays du monde et pas tous les pays du monde à la fois. Et caractéristique très particulière par rapport aux phases précédentes,
les formes plus ou moins canalisées ou organisées de solidarité internationale au niveau des mouvements ne savent pas quoi faire avec. Donc, je vous donne une anecdote pour vous faire comprendre. J'ai participé personnellement, et avec le CD-Team, on était très actifs dans la préparation des forums sociaux mondiaux. Et en particulier, moi, personnellement, j'étais engagé dans la préparation du premier forum social mondial qui a eu lieu à Tunis en 2013. On a préparé ça par l'organisation d'un forum social maghrébin à Monastir, quelques mois avant, pour voir la faisabilité d'une grande rencontre quelques mois plus tard à Tunis. À ce forum de Monastir étaient présents 70 Nord-Américains à Monastir. 70 Nord-Américains venant de Occupy Wall Street. Et on a dit génial, ça y est, la nouvelle génération, parce qu'ils avaient globalement 40 ans de moins que les organisateurs du maghrébin et français et franco-italien du futur Forum mondial de Tunis. Ça y est, c'est génial, on va avoir la jeunesse des nouveaux mouvements américains. Puisqu'ils sont là, ils sont venus, ils ont fait l'effort, tout ça. Entre parenthèses, ils venaient des États-Unis. À l'époque, il y avait un mouvement très important en Espagne, il n'était pas là du tout. Et à l'époque, il y avait un mouvement assez important en Angleterre, il n'était pas là du tout non plus. C'était pourtant plus simple que pour venir à Monastir pour des Espagnols. Eh bien non. Eh bien, ils ne sont pas du tout venus au Forum social mondial. Ils existaient toujours aux États-Unis, mais ils n'ont pas trouvé intéressant de participer à un échange mondial important 6 mois plus tard. Et ainsi de suite. C'est-à-dire ce phénomène s'est répercuté et se répercute toujours. Là, en ce moment, nous avons deux mouvements de ce type en cours. Deux mouvements de ce type en cours, qui d'ailleurs cherchent à avoir, qui émandent notre solidarité, puisqu'ils sont en Europe, ces deux mouvements, hein, c'est en Serbie et en Turquie, dans une indifférence quasi générale, et sans qu'il y ait de canalisation précise, ou du moins il y en a un peu, mais pour organiser cette solidarité. Donc tout ça nous pose des graves questions sur mais qu'est-ce qu'on fait exactement, comment on fait au niveau des mouvements associatifs, syndicaux, etc. Il y a heureusement quelques exemples positifs inverses que je pourrais citer où on arrive à organiser les choses. Pendant ce temps-là, et je terminerai là-dessus, alors qu'on a plusieurs phénomènes négatifs qui se développent fortement, soit au niveau des États, bien sûr, et ensuite au niveau des mouvements. D'abord, avant de juste dire deux mots là-dessus, sur la dégradation de la situation, il faudrait rappeler le fait qu'on est confronté de manière systémique, et de manière pas seulement systémique, mais comment dire, très aggravée ces derniers temps, je veux dire ces dernières décennies, à 4 crises majeures ou 4 phénomènes d'angoisse majeure qui créent des peurs. 2 auxquels on est très habitué, pas du tout nouvelles dans l'histoire, et 2 totalement inédites. Les 2 auxquels on est très habitué, c'est d'une part une crise économique du système capitaliste dominant, avec ses effets qui sont très très liés aussi à, pas seulement liés à ça, mais très liés aussi à une mutation technologique, à une révolution industrielle. Bon, alors comment on compte si c'est la 3e ou la 4e révolution industrielle, mais qui crée évidemment, qui détruit des emplois, qui en crée d'autres. Enfin, c'est là une mutation qui déstabilise évidemment toutes nos manières de penser et toutes nos manières de nous organiser en positif et en négatif. C'est là, les mouvements, pour prendre le mouvement ouvrier par exemple, ont été tout à fait confrontés à ça plusieurs fois. On y répond plus ou moins bien, mais voilà, on est dans une phase comme ça. On est confronté à un phénomène qu'on a aussi connu plusieurs fois. Hein, Gustave Massière en identifie 4 depuis le 19e siècle, où on a dans ce contexte développement de forces réactionnaires d'extrême droite de manière massive, y compris dans les milieux populaires. On a connu ça, bien sûr, entre les deux guerres dans les années 30, mais on l'avait connu au 19e siècle aussi, et on le connaît aujourd'hui. On répond mal, on se pose des tas de questions, c'est un phénomène mondial, mais ce n'est pas un phénomène inédit. Donc on doit se poser de grandes questions. Comment est-ce qu'on construit l'antifascisme aujourd'hui à l'échelle locale, nationale et internationale, alors que se construit plus ou moins avec plein de contradictions une internationale fasciste. Mais ça, ce n'est pas de l'inédit, c'est juste du pratico-pratique. Puis il y en a 2 autres problèmes qui sont complètement inédits. Le premier,
le plus important, d'ailleurs, c'est le seul point sur lequel j'ai un petit désaccord avec ce que disait Bertrand Badi tout à l'heure, parce qu'il ne l'a pas développé. Le premier est énorme. Énorme. En 2009, le département de la Défense américain a fait travailler tout un tas de responsables sur qu'est-ce que c'est la menace principale pour le XXIe siècle. Et la réponse unanime dans un excellent rapport est la menace principale, c'est la crise climatique, qui va être un accélérateur gigantesque de conflits. En réalité, c'est plus que la crise climatique. On est confronté à une triple crise environnementale, climatique évidemment, celle dont on en parle tout le temps, mais aussi crise de la biodiversité et crise de l'empoisonnement. On appelle quelquefois pollution, notamment pollution plastique. Ça, c'est nouveau dans l'histoire. Et en même temps, c'est à échéance brève. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui disent oui, mais la technologie d'une part, le capitalisme même d'autre part, voire le mouvement progressiste grâce à son développement, vont trouver des solutions. Le problème, c'est que la crise, elle n'est pas dans l'avenir, elle a commencé et elle a des effets extrêmement rapides. Et ça devrait être la préoccupation absolue de toute logique de politique locale, régionale et internationale, et bien entendu de solidarité internationale. Ça, c'est le premier phénomène inédit. La vraie guerre, c'est la guerre numéro 1, c'est celle-là. Mais évidemment, ça développe et ça va développer de plus en plus de tensions. Et puis le deuxième problème est tout à fait inédit dans l'histoire. Ce n'est pas tout à fait nouveau parce qu'il commence au XIXe siècle, même un peu avant, mais il n'est pas tout à fait... C'est l'émancipation des femmes. Ce qui est une révolution qui secoue un monde qui était stabilisé de ce point de vue-là depuis le néolithique. Avant, je ne sais pas très bien. Donc, je ne m'aventurerai pas avant sur quels étaient les rapports hommes-femmes avant le néolithique. Qui était une révolution anthropologique fondamentale et qui crée une angoisse absolument généralisée et qui est un phénomène mondial. Et donc, une fois qu'on a mis en place ces 4 peurs, on voit que face à ces 4 peurs vont se développer ou pas des formes de solidarité internationale tenant compte de ces phénomènes en cours ou s'y adaptant ou en prenant en compte. Là encore, on pourrait développer dans la pratique. Et puis, dernier point, donc au niveau des sociétés, par exemple, par rapport à cette révolution anthropologique en cours sur la question des rapports hommes-femmes, qu'est-ce que c'est exactement l'organisation de la solidarité internationale, y compris de la solidarité internationale avec les mouvements féministes, évidemment, qui jouent un rôle principal, hein, question de genre, etc. Ou pas, par exemple, pourquoi le mouvement féministe organisé, si tant est que cette chose, ce que je viens de dire correspond à quelque chose en France, n'existe pas dans les actions féministes internationales en cours par rapport à un certain nombre de pays en crise aujourd'hui. Si je vous donne comme exemple, quel est le plus grand, le plus fort et le plus constant mouvement de résistance à la guerre en Russie? C'est évidemment, je dis évidemment, vous allez tous ouvrir des yeux ronds, un truc qui s'appelle FAS, qui est le mouvement féministe russe, avec lequel les féministes françaises ont aucun contact. Je dis bien aucun. Mais ce n'est pas seulement les féministes, parce que ce n'est pas simplement une histoire de féministes. Hein. Et en même temps, c'est évidemment un sujet, mais même un champ de bataille, quelque part, très, très important. Alors, il y a des éléments négatifs, il y a plein d'éléments positifs là-dessus. Mais pendant ce temps-là, au niveau des États, on a eu des progrès et on a des régressions en cours. Les progrès, ça a été aussi évoqué par Bertrand Badi, les progrès considérables faits par le travail et par surtout les axes de travail des agences de l'ONU à l'échelle internationale. UNESCO, OMS, avec des tas de difficultés, avec des limites, tout ce que vous voulez, mais essayer de construire une solidarité internationale, y compris dans sa dimension interétatique concrète à l'échelle mondiale. Malgré des tentatives de sabotage, et les tentatives de sabotage qui viennent d'ailleurs tout à fait explicitement des grandes puissances, pas seulement occidentales, hein, y compris la Chine par exemple, mais surtout les États-Unis. Et on a eu des progressions considérables sur le papier, je dis bien considérables, du droit international. Ça n'a pas été très remarqué, mais si on a fait l'accumulation des textes depuis 1945, on a des outils de droit internationaux tout à fait remarquables et permettant éventuellement de mener des actions de solidarité, par exemple,
y compris sur le plan juridique, avec des gens qui sont persécutés, opprimés, menacés. Je prendrai un seul exemple. La Convention européenne des droits de l'homme, il y a force de loi dans tous les pays européens. Je ne dis pas dans tous les pays de l'Union européenne, j'ai bien dit dans tous les pays européens, force de loi. Et en même temps, cette force de loi, j'enlève le mot force parce qu'elle est très systématiquement bafouée par les États européens eux-mêmes, y compris les nôtres, et le plus grand mal à s'exprimer, est explicitement attaquée par toutes les extrêmes droites et par la moitié de la droite et une partie de la gauche. La moitié de la droite, par exemple, Retailleau, mais même Édouard Philippe, et une partie de la gauche, par exemple la gauche scandinave, la social-démocratie danoise, explicitement, c'est bien explicitement combattue avec une menace. Alors ça n'a pas beaucoup d'effets apparents, mais en réalité, ces mécanismes de déconstruction ou de neutralisation des acquis du droit international, je ne développe pas sur Gaza parce que là c'est évident, de déconstruction du droit international euh, entravent la solidarité et même aboutissent à des mécanismes de criminalisation, d'inversion, c'est-à-dire de criminalisation de la solidarité, y compris dans des pays démocratiques comme le nôtre, qui était censé être à la base des acquis de cette période. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là parce que c'est intéressant qu'on puisse continuer à débattre, à en discuter. J'insiste sur le fait que, évidemment, il faut distinguer ce qui se passe au niveau des mouvements, mais ce qui nous intéresse en priorité, parce qu'ici on est entre militants, ce qui se passe au niveau des mouvements, ce qui s'est passé ou ce qui peut se passer à court terme et à plus long terme, et ce qui peut se faire, évidemment, c'est pas incompatible, ce qui peut se faire au niveau des États et de la manière dont on met en œuvre concrètement les solidarités interpartenariales et les batailles gagnées ou perdues pour faire progresser la solidarité internationale dans le contexte d'aujourd'hui. Mais je vais peut-être m'arrêter là pour qu'on puisse en discuter. Merci, merci Bernard. Et de préciser, je n'ai pas dit juste une petite seconde, j'en profite pour faire une seconde de publicité. J'ai dit que j'étais membre du CEDETIM. Je suis aussi le vice-président de la branche française du réseau européen de solidarité avec l'Ukraine. Et j'ai commis un livre sur la guerre en Ukraine qui s'appelle Jour gris, enfin, il y a déjà 2 ans, qui s'appelle Jour gris et nuages d'acier sur l'Ukraine. Eh bien, merci. Oui, la lecture est aussi importante, pas que l'écoute. Alors, il y a peut-être des questions dans la salle, celles et ceux qui veulent, excusez-moi toujours moi pour la voix. Il y a une remarque de Véronique sur le chat qui dit, alors forcément, Véronique ne se rend pas compte comment pour les hommes c'est une angoisse, la libération des femmes. C'est étrange façon de présenter l'émancipation des femmes comme la quatrième crise inédite mondiale qui crée de l'angoisse. À qui? J'aurais plutôt vu ça comme un immense espoir, j'ai certainement mal compris. Donc, bien entendu, c'est un immense espoir. C'est un immense espoir absolu d'émancipation humaine. L'émancipation des femmes, c'est la moitié de l'humanité. Et c'est évidemment, évidemment en réaction, de même que la tentative, les luttes pour l'émancipation de la classe ouvrière, du prolétariat, étaient un immense espoir pour l'humanité et créaient de l'angoisse chez les possédants. De même, bien entendu, l'émancipation des femmes crée un problème, pas seulement sur les hommes, mais dans la société telle qu'elle est conçue, ou dans les sociétés telles qu'elles sont conçues. Donc l'angoisse est plutôt du côté, évidemment, du patriarcat. Mais ce n'est pas du tout un hasard si toutes les extrêmes droites, même quand elles sont dirigées, comme en Allemagne, par une lesbienne assumée mariée à une Sri-Lankaise, même quand elles sont ouvertement gay-friendly, comme aux Pays-Bas, toutes les extrêmes droites sont masculinistes et misogynes. Ce n'est pas du tout le hasard, toutes. De même qu'elles sont toutes anti-écologiques. Alors, dans la salle, y a-t-il des questions, des avis? Vous êtes baba. Et en visio? Ah, je ne sais pas si le beau veut parler ou pas, non. Alors, personne. C'est difficile.
Moi, ce que j'ai pu lire sur les mouvements internationaux, il y a Dardot et Laval qui ont écrit dans leur dernier bouquin, ils analysent toutes les internationales, dont les forums sociaux mondiaux, places publiques et autres, en essayant de voir comment la question est posée à l'échelle mondiale de faire du cosmopolitisme et donc d'essayer de relier tout ça pour en faire un mouvement qui soit plus puissant et qui crée dans la durée du lien entre les peuples. Et pour l'instant, on n'y arrive pas parce que c'est aussi ce que vous disiez sur les forums sociaux mondiaux, ils ont plein de difficultés. Le modèle théorique c'est pas nous, nos glorieux ancêtres, avaient imaginé au XIXe siècle, pour répondre à cette question de la solidarité internationale, c'était créer une internationale. Bon. Bon, la première, c'est super intéressant, mais ça ne dure pas. La vraie internationale, la seule qui a vraiment existé, c'est la deuxième, dont il reste vaguement des traces, qui se voulait l'internationale des partis socialistes mondiaux, et qui était handicapée par plusieurs aspects. D'abord, est-ce que c'est l'internationale des partis ou est-ce que c'est l'internationale des mouvements? Et là, déjà, il y avait des contradictions dans la manière dont s'organisaient les partis et les mouvements selon les pays, dans une assez grande diversité. Et encore, il faut accepter la diversité, ça ne tombe pas du ciel. Deuxièmement, c'était une internationale à dominante euro-américaine ou euro-occidentale, avec un énorme non-dit sur la question coloniale à l'époque, et qui va évidemment fortement l'handicaper. Évidemment, tout ça s'est fracassé sur la Première Guerre mondiale et l'échec d'une des raisons pour lesquelles était créée l'internationale, qui était d'empêcher la guerre mondiale. Ce n'est pas tellement l'échec qui me frappe énormément, c'est l'absence de réflexion sérieuse sur les raisons de cet échec. Évidemment, la Troisième internationale a donné l'impression de répondre. On a échoué parce qu'on était trop réformiste. Bon. Et ensuite, évidemment, on a eu le mouvement communiste international. Comment est-ce que ça s'est... Alors, je ne rentre pas non plus sur comment est-ce que ça a été instrumentalisé par l'Union soviétique stalinienne, mais plutôt sur et comment ce mouvement communiste international s'est articulé ou pas avec le mouvement de libération nationale qui affectait la majorité de la planète. Et là encore, alors c'est plus compliqué que la Première Guerre mondiale, mais la vraie question c'est et quel bilan on en a tiré? Ben, on n'a tiré aucun bilan, on est passé à la phase suivante. Et la phase suivante, on est dedans encore. Alors, prenons donc l'exemple, évidemment, par rapport à l'échelle gigantesque de le mouvement communiste international, les forums sociaux, ce n'est pas grand-chose. En même temps, c'est très intéressant parce que c'est un endroit où on s'est posé plein de questions. J'ai dit tout à l'heure, dans le mécanisme d'invention des forums sociaux, il y a une prise en compte plus ou moins consciente du fait qu'il faut faire converger des démarches de type politique, conception politique et idéologique, traduction dans des partis ou dans des mouvements ayant pour objectif d'influer ou de conquérir le pouvoir dans leur pays. Donc des dimensions politiques et des dimensions associatives et syndicales, travail à la base, organisation par en bas, et aussi d'ailleurs tissage de liens internationaux par en bas, c'est-à-dire de partenaire à partenaire. Là encore, on a du mal à tirer les bilans de ce qui a été fait, parce que ce n'est pas dans les médias, mais en même temps, c'est assez surprenant de constater que sans moyens, sans soutien d'aucun État, du moins au départ, les 3 premiers forums sociaux mondiaux qui ont eu lieu en Porto Alegre rassemblent des dizaines, et même pour le troisième, des centaines de milliers de personnes qui ont payé de leur poche le voyage, Donc il y a quelque chose qui se passe quand même. Mais il y a des tas de débats qui arrivent à l'intérieur de cet espace sur qu'est-ce qu'on fait après, comment on s'organise, est-ce qu'on tente de faire des forums, et si on fait des forums, pourquoi faire, est-ce qu'on rêve, certains l'ont fait à l'époque,
de créer une nouvelle internationale qui ne serait pas comme les autres, mais etc. Et le modèle s'épuise. Il n'a pas complètement disparu. Il y a un forum social mondial prévu à Cotonou l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est de constater, comme j'ai dit tout à l'heure, que ces forums sociaux n'ont jamais été mondiaux. Ils ont été internationaux de manière très large, mais ils n'ont jamais embrassé l'ensemble du monde, puisqu'il y avait des gros trous dans la raquette, je dirais. Et deuxièmement, et dans les gros trous dans la raquette, il y a des gros trous dans la raquette qui sont quand même très très importants, hein. Grosso modo, même s'il y avait quand même des gens qui y étaient, les États-Unis n'y sont pas, la Grande-Bretagne pas beaucoup, la Chine pratiquement pas, ça fait quand même, et l'Europe centrale et la Russie, pas du tout, ou presque pas. C'est quand même des gros trous dans une raquette quand on veut être mondial. Et pourquoi d'ailleurs? Et pourquoi néanmoins, c'est une expérience qui mérite d'être étudiée en détail. Et puis ensuite, comment on rebondit et comment ça se fait? Parce que une des choses extrêmement frappantes pour moi qui l'ai vécu de l'intérieur, que je peux vous dire sur ce mécanisme, l'avantage de ça peut en tirer dessus, c'est que c'est un truc qui a réellement existé, les forums sociaux mondiaux. Non, donc ce truc qui a réellement existé était totalement géré, je dis bien totalement géré par des gens de ma génération, qui sans aucune exception avaient eu des expériences dans les gauches radicales, ça pouvait être radicales marxistes ou radicales chrétiennes, hein, voire quelquefois radicales musulmanes, dans des gauches radicales de l'après 68. Donc ça, c'est une limite, parce que cette histoire a été conçue par cette génération-là, et quand on arrive aux générations suivantes, ça ne marche plus si bien, quoi. Je ne sais pas comment dire. Donc ça introduit une variable supplémentaire par rapport à l'altérité dont parlait Bertrand tout à l'heure, c'est qu'on a aussi des altérités générationnelles dans la façon de concevoir l'action, de concevoir l'organisation et même de concevoir la subjectivité des mouvements, hein. Je vous donne l'exemple d'Occupy Wall Street qui était à Monastir et qui était plus 6 mois après à Tunis. Et pourquoi les Espagnols n'y étaient pas? Bon. La vraie question, c'est qu'on a manqué tout à fait de lieu pour discuter de ça. On continue un peu sa routine, chacun dans son couloir, avec plus ou moins de bonheur. Un dernier exemple qui me frappe aussi, c'est l'extrême difficulté qu'on a eue en Europe. Alors là, en réalité, c'est absolument paradoxal, parce qu'on ne parle même plus de solidarité internationale, on parle de politique domestique, là. Et même le recul qu'il y a en Europe sur la manière européenne d'aborder les questions européennes. C'est-à-dire le niveau d'interaction, de solidarité, mais d'interaction d'abord entre les mouvements européens d'aujourd'hui est inférieur à ce qu'il était il y a 40 ans, en termes physiques. Vous me direz, oui, mais c'est compensé par plein d'autres trucs qui existent dans la société, où là, il y a avec une nouvelle génération qui est sans frontières, etc. Oui, d'accord, mais quand on est au Parlement européen, on ne peut que constater qu'on est en recul et pas en avancée par rapport à ce qui pouvait se faire. Je parle de la gauche, ou ce qui pouvait se faire, euh, même il y a une seule génération, hein. Là encore, ce n'est pas tellement le phénomène du constat qui m'inquiète, c'est le phénomène du fait qu'on n'en est pas conscient et qu'on n'y réfléchit pas. Aujourd'hui, par exemple, je prends cet exemple parce qu'il est tout proche, aujourd'hui, le renouveau de la gauche européenne est en train de se faire à partir de la gauche scandinave. C'est à peu près comme si je vous disais, ah oui, mais l'avenir du prolétariat français, c'est à Angoulême. De quoi vous me parlez, la gauche scandinave? J'ai jamais entendu parler. C'est quoi? Ils ont alors, la gauche américaine, Noam Chomsky, ça je connais, mais Lee Anderson, j'ai jamais entendu parler. Une partie de la pensée intermondialiste mondiale se fait en Inde. Donc on a un énorme travail à faire de socialisation et généralisation dans le contexte des nouveaux mouvements sociaux, des réseaux sociaux, etc. Mais on a un énorme travail de réappropriation de la relation internationale absolument urgent, parce que pendant ce temps-là, je peux vous dire que, avec plein de contradictions par ailleurs, mais que dans l'extrême droite, ça a énormément avancé. Énormément. Bien entendu, l'extrême droite est lourde de très fortes contradictions internes, la nouvelle extrême droite, parce qu'elle est nationaliste partout, donc les nationalistes vont s'affronter les uns aux autres, parce qu'ils ont des intérêts divergents. Et elle a une autre contradiction majeure, c'est qu'elle a une aile, entre guillemets, on appelle ça libertarien, c'est-à-dire le contraire de libertaire, aux États-Unis, ultra-individualiste, ultra-profiteuse,
antisociale, hein, Elon Musk étant symbole de ça, et une aile populiste fascisante avec dimension sociale. Et il y a une contradiction là. Hein. La contradiction a été réglée au temps du fascisme historique parce que Hitler, il dominait et il avait soumis la première tendance par rapport à la seconde. Là, il y a une contradiction. Mais cette contradiction, pour le moment, elle ne produit pas d'effet qui affaiblissent l'extrême droite. Pour le moment, ça ne s'affaiblit pas. Et en termes et de pensée et d'action, et de coordination même, les extrêmes droites comment dire, se renforcent les unes les autres. Quelquefois coopèrent même. Malheureusement, on ne peut pas dire autant des gauches, et qu'elles soient radicales ou réformistes, c'est pas vraiment, n'est pas vraiment avancé. Il y a des bémols, il y a des contre-tendances, heureusement, il y a des choses qui se font, y compris au niveau syndical, mais bon. Il nous reste 4 minutes avant de faire une petite pause. Ah bah, il y a une question là-bas. Vous vous présentez. Hervé Bramy de Seine-Saint-Denis. C'est très rapide. Vous avez, peut-être que je me trompe, mais il me semble que vous avez voulu marquer une différence avec Bertrand Badi sur les grandes crises actuelles lorsqu'il qualifie la Covid de grande, comme facteur assez essentiel de ces dernières années qui a touché le monde entier, qui l'a paralysé et qui pose finalement la question des relations entre l'homme et la nature. Je ne vais pas plus loin. Est-ce que pour vous, c'est un épiphénomène de ce que vous mentionnez comme étant la grande crise climatique, de la biodiversité et de l'empoisonnement, je crois que vous avez choisi de dire, ou est-ce des choses totalement différentes pour vous? Non, je n'avais pas de divergence avec ce qu'a dit Bertrand Badi. J'ai trouvé qu'il n'avait pas suffisamment insisté sur l'importance de la triple crise environnementale qu'il évoquait tout à l'heure. Mais justement, c'est intéressant de voir l'épisode Covid. Est-ce que la Covid est à la fois le fruit de la crise de la biodiversité et de la mondialisation? Est-ce qu'il y aura d'autres pandémies comme ça? À coup sûr. Pas probablement, mais à coup sûr. Est-ce qu'il y avait une organisation internationale de solidarité pour résister? Oui. Ça s'appelait l'OMS. Est-ce que l'extrême droite veut détruire l'OMS? Oui. Donc on voit bien, y compris sur le champ politique, l'OMS a tous les défauts du monde. Hein, elle est en partie corrompue, tout ce que vous voulez, mais quand même. Globalement, bon. Est-ce que, et ça interpelle les gauches mondiales, est-ce que quand il y a eu le phénomène Covid, on a dit ça va montrer qu'il y a une solidarité mondiale nécessaire et quand on sortira, le monde ne sera plus comme avant? Oui, il était plus comme avant, il était pire, puisque le phénomène, l'effet Covid a permis de bloquer et détruire les mouvements sociaux en cours dans tous les pays où il y avait des mouvements en cours à ce moment-là. Le plus spectaculaire exemple étant le Irak algérien, mais aussi en France. Aussi en France, ça a cassé net les mouvements et on n'a pas du tout rebondi dessus. Par contre, ça a permis de nourrir un discours complotiste à l'extrême droite qui prolifère depuis, même jusque dans les rangs de la gauche. Mais donc, oui, oui, les nuances que j'avais avec Bertrand Badi ne portent pas là-dessus. D'ailleurs, dernier exemple sur la crise de la biodiversité. Une des conséquences absolues, certaines, pas probables, certaines, de la crise de la biodiversité, c'est dans les années qui viennent, pas dans les décennies, dans les années qui viennent, le développement des famines, y compris dans des pays développés. Mais ça, bon. On a encore une question ici. Oui, Bernard. Pour Ben Kramer, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui concerne l'avenir de la sécurité européenne. Et j'ai l'impression que là, sur ce front-là, il y a encore beaucoup plus qui a été fait et que tu n'as pas mis en valeur, Bernard, sur notamment le Helsinki Citizen Assembly, qui quand même, bon, c'est il y a 50 ans, Helsinki, la conférence. Mais depuis, j'ai l'impression qu'il y avait vraiment un travail qui avait été fait au niveau justement de cette solidarité. Et entre les différents acteurs, il y avait aussi de l'associatif et qui étaient prêts à réunir, en tout cas les 35 États membres de l'OSCE, mais même au-delà. J'ai l'impression qu'il y avait un vrai travail de solidarité et de conscience européenne. Et où est-ce qu'on en est?
Alors là, tu fais référence, je n'en ai pas du tout parlé, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Tu fais référence à ce qui s'est passé à la fin de la guerre froide, euh, quand il y a eu un peu, y compris dans les gauches européennes ou dans une partie des gauches européennes, réflexion et action sur les questions de sécurité collective en Europe et même plus largement. Il y avait une base. La base, c'était les accords. Je rappelle, les accords, ce n'est pas un traité, hein, mais les accords d'Helsinki de 1975, qui avaient comme originalité, c'était les accords de la détente Est-Ouest, disons, qui avaient comme originalité de dire que pour qu'il y ait sécurité, il faut qu'il y ait coopération, et la coopération doit se faire sur le plan sécuritaire pur, c'est-à-dire militaire, économique et en termes de droit. C'était ça les accords d'Helsinki, signés entre les pays européens et d'Amérique du Nord, d'Est et l'Ouest. Bon, évidemment, ces accords, c'est juste un papier. Il n'empêche que ça a été à l'origine d'un processus interétatique qui, après la chute du mur de Berlin, a abouti à une organisation qui s'appelle l'Organisation de la sécurité et de la coopération en Europe, qui est extrêmement intéressante si on lit sa charte fondatrice et qui est extrêmement pas intéressante si on constate qu'elle est totalement vidée de toute substance permettant d'agir. À cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, c'est-à-dire fin des années 80, années 80, années 90, il y a un mouvement citoyen à l'Est et à l'Ouest, au Sud aussi, sur l'idée il faut développer des systèmes de coopération, y compris entre citoyens, y compris entre mouvements citoyens, pour créer dans des zones géographiques élargies les conditions de coopération et sécurité commune. Pas forcément exactement comme c'est prévu dans les accords d'Helsinki sur le plan économique, par exemple, mais que ce soit un principe qu'il faut développer en tant que tel. Et il y a eu de multiples initiatives dans les années 80 et 90 qui ont concerné non seulement l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, mais aussi la Méditerranée, jusqu'à et y compris du Maroc à l'Iran. Pour vous donner une idée, moi j'ai participé à des réunions dans un réseau qu'on avait essayé de créer qui s'appelait MECA, qui n'était pas la Mecque, mais le Middle East Citizen Assembly, où il y avait des participants qui venaient du Maroc, de Tunisie, de France, d'Italie, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas, d'Israël, de Palestine, d'Irak, d'Iran, de Jordanie, de Bahreïn, d'Arabie saoudite. Bon, ça a complètement foiré. La raison principale pour laquelle ça a foiré, c'était le sabotage systématique et organisé, y compris par l'Europe, du, entre guillemets, processus de paix israélo-palestinien, qui était quand même, s'il n'y avait pas ça, ben, comment est-ce que vous voulez réfléchir à une sécurité collective dans la région? Et ces expériences, parce que j'ai cité l'exemple de Mecca, mais tout le monde a oublié qu'il y a eu un grand forum civique, civil méditerranéen à Marseille et un autre à Barcelone dans ces années-là, auxquels certains d'entre nous ont participé. Il y avait donc un acquis des mouvements, etc. La vraie question, encore une fois, c'est pas pourquoi ça a raté. On peut très bien expliquer pourquoi ça a raté. C'est principalement parce que les politiques étatiques n'ont pas suivi, et principalement pour ce qui nous concerne, nous, parce que les gauches européennes ont été contre. Pas l'ont trahi, ont été contre. On ont saboté. À droite, on a moins de pouvoir sur les droites. Hein. En tout cas, pour ceux qui nous concernent, hein, parce que ce n'est pas seulement les gauches européennes. Hein. Bon, il y a aussi la guerre civile en Algérie et tout ça. Enfin bon. Bref, ce que je veux dire, c'est que ce qui est typique de notre malfaçon de faire, c'est qu'on est pas, tout ça est oublié, là, tout ce dont on vient de parler. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du fait que c'était à l'ordre du jour, y compris des États. C'était la dernière phase de ça a été un truc ridicule pour l'enterrer définitivement, qui était proposé par Nicolas Sarkozy, qui s'appelait l'Union pour la Méditerranée. C'était comment dire, la caricature totale de cette espérance. Et du point de vue européen, au lieu de développer la logique de nouvelle coopération et de coopération et de sécurité en Europe, on a abouti à l'élargissement de l'Union européenne. Alors là, ça me demande aussi quelques réflexions parce qu'il n'y a pas eu que du négatif. Mais bon, l'élargissement de l'Union européenne et à l'élargissement de l'OTAN, point final. Et son débat. C'est-à-dire que nulle part on a débattu. Mais c'est vraiment intéressant de dire qu'il y a eu une parenthèse qui s'est ouverte
au moins à l'échelle régionale. Régionale, c'est-à-dire européenne et euro-méditerranéenne. Et elle s'est fermée il y a maintenant 25 ans. Merci Bernard Dréano, président du CEDICIM. On a eu la pub pour Cerise, la coopérative. Peut-être que vous pourriez remontrer votre livre à l'écran. Parce qu'on peut, c'est un ouvrage que les uns et les autres peuvent commander. Ça me paraît important. En tout cas, merci beaucoup.